s'y est intéressé pourquoi? On s'y est intéressé parce que quand on ouvre le capot en réalité des logiciels de professionnels de santé, des DPI, ce qui est quand même un peu le métier de l'Agence du numérique en santé, qu'est-ce qu'on a? On a du courrier, on a du texte. Et en réalité, les données sont très peu structurées, très peu utilisées, à part quelques données de laboratoire, quelques données de prescription. Donc, on s'est dit que c'était vraiment important derrière de constituer un peu des meet-up NLP, d'avoir un mixte entre derrière de la recherche, des industriels et puis des institutionnels comme nous qui travaillons sur les logiciels de professionnels de santé. Voilà un peu pourquoi on s'est intéressé. Mais ce que je voulais vous dire aussi, que cet événement, c'est le vôtre, hein, donc on a un certain format. Christelle, tu vas nous en parler, mais c'est totalement libre et n'hésitez pas derrière à promouvoir, à nous faire remonter aussi vos besoins. Et puis, juste pour vous signaler, il y aura un temps d'échange à la fin de ce meet-up. Merci Thierry. Bonjour à tous. Bonjour à tous ici et bonjour à tous en ligne, parce qu'on a autant de gens inscrits en présentiel qu'en ligne, donc on est très content pour aujourd'hui aussi. Effectivement, l'idée vraiment derrière, c'est de partager. Ça, je pense que vous l'avez compris, c'est de co-construire une communauté de personnes du domaine largement intéressées par la santé numérique et par le NLP. Donc, c'est comme disait Thierry, c'est aussi votre événement et donc n'hésitez pas effectivement à nous faire aussi part de vos bonnes idées, etc. Pour le moment, on reste sur le format qu'on a lancé en 2024, c'est-à-dire une présentation recherche qui va arriver. Hop. Alors, oui, on a déjà l'équipe, comité de pilotage, pardon. Le comité de pilotage, effectivement, aujourd'hui, donc Thierry et moi, vous nous avez vus, pour INRIA et pour l'ANS. Pour l'ANS, on a également donc Céline Greener, qui est juste là, qui est responsable du domaine accompagnement industriel et écosystème innovant, et Philippe Gesnoin, qui doit être pas loin non plus, mais qui va arriver, qui est le responsable du programme santé numérique d'INRIA à mes côtés. Et voilà, on a mis tout ça en place, mais effectivement, derrière cet événement, c'est aussi des hommes, des femmes qui savent travailler ensemble, et on est très contents pour ça aussi. Le programme, c'est donc une présentation en recherche que, jusqu'à présent, en tout cas, de notre réseau, de nos réseaux communs, on va chercher. Donc, on a été nous-mêmes demandés à des intervenants. Donc, la dernière fois, on avait eu quelqu'un, je n'ai même plus d'un coup là, qui était là. Mais aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir et l'honneur d'accueillir Jean Charlet et Onsawina du Limix. Ils vont vous faire une présentation sur un papier qu'ils ont publié, je pense, il n'y a pas longtemps. Vous allez nous en parler. Et puis ensuite, on a 3 présentations d'entreprises. Entreprises qui vont nous présenter un ou des cas d'usage utilisant une brique de leur outil, utilisant du NLP. On est sur du NLP santé, des cas d'usage NLP en santé. Ça, par contre, on en reparlera à la fin, mais donc cette année, en tout cas, c'est bien suite à un appel à candidature qu'on avait lancé au début d'année, qui a permis de recruter les 3 des 2 premières sessions, donc les 3 d'aujourd'hui aussi. Donc aujourd'hui, on accueillera Synapse Medicine, Quinten Health et Praxis Santé, qui nous ont fait donc le plaisir d'accepter, suite à leur sélection à l'appel à candidature, de venir aujourd'hui. Voilà. Tout simplement. Networking important derrière aussi. Des pizzas qui vous attendront pour le dîner. Donc voilà. On est bienvenus à tous et on va laisser la place aux intervenants, qui est le plus important. Donc on va appeler Jean et Ons. Je vous en prie. On va vous laisser la main. Merci. On se met comment là Décalez ça si vous voulez rester debout, mais par là c'est parfait parce que c'est pour la seule caméra, c'est la caméra qui vous filme. Et lui, il faut lui parler. Alors... Comme ça. Ah voilà, c'est beau. Ok, bonsoir à tous. Donc moi je vais vous parler. Donc je suis Jean Charlet, je travaille à la PHP et puis au LIMIX, laboratoire d'informatique médicale et d'ingénierie des connaissances en santé. On est dans le campus des Cordeliers à Odéon. Et moi, je viens pour la première fois ici. Il y a une vue sur le périphérique magnifique. Voilà, je vais vous parler d'ontologie et de modèle de langue pour la notation sémantique en psychiatrie, avec en particulier le projet Psycaire. Et puis, Hans et Jacques Hilbey sont mes 2 doctorants. Jacques Hilbey, il a terminé sa thèse en novembre 2023. C'est lui qui faisait l'ontologie du projet. Et Hans est en train de faire de la notation sémantique. C'est pour ça qu'elle est avec moi.
Pour ceux qui me connaissent, avant, je ne faisais pas d'NLP, je faisais des ontologies. Mais en fait, je faisais des ontologies pour le NLP, on en reparlera. Parce que je suis allé rechercher quel est le premier article qu'on a écrit avec nos collègues sur ontologie et NLP. C'était au siècle dernier, donc c'était pas hier, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, je vais vous présenter ce qu'on fait, ce qu'on a fait et ce qu'on est en train de faire pour un gros projet qui est le réseau hospitalo-universitaire Psycaire, qui est dirigé par le professeur Marodil Krebs, qui bosse au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. C'est Sainte-Anne, en fait, pour ceux à qui ça dit quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'ils veulent faire dans Psycaire, en fait? C'est qu'on veut empêcher les adolescents à ultra haut risque, ce qu'on appelle les UHR, de devenir schizophrènes. Et il y a 15 000 adolescents par an qui deviennent schizophrènes. Donc ça fait un peu beaucoup, c'est un peu dommage. En fait, on s'aperçoit, toutes les recherches qu'ils ont fait sur la schizophrénie, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a plein de modalités de repérage, de biomarqueurs, de candidats à la schizophrénie ou de gens qui pourraient devenir schizophrènes, je vais en parler. Et le projet vise à fabriquer une plateforme et puis une manière de travailler pour prendre en charge ces 15 000 candidats entre guillemets, pour qu'ils ne deviennent pas schizophrènes. Bon, alors accessoirement, je vais vous donner plein de choses qu'on fait en IA, ontologie et tout. Et bon, le truc qui manque dans cette affaire, c'est qu'il faudrait beaucoup de médecins. Mais vous avez dû remarquer qu'il manque un peu de médecins. Alors, qu'est-ce qui se passe quand les gens deviennent schizophrènes? Il y a plein de bonnes raisons ou une mauvaise raison d'être schizophrène. Il y a des stress fétaux, il y a des problèmes pendant l'enfance, il y a des mutations génétiques et épigénétiques d'une courbe que vous voyez monter. Et puis, il y a souvent un facteur déclenchant, et il y en a un qui est connu en tout cas, c'est la première cigarette de cannabis. Il y a quelques adolescents qui ont le malheur de fumer leur première cigarette de cannabis et de devenir schizophrène à ce moment-là. Alors, vous inquiétez pas, ça ne vous arrive pas si vous êtes en pleine forme. Vous êtes ce qu'on appelle à l'époque un adolescent à ultra haut risque. Et donc, on a alors, qu'est-ce qu'on essaie de faire dans le projet? C'est de faire descendre la courbe quand on s'y est pris un peu trop tard, c'est-à-dire qu'on a repéré un premier épisode de schizophrénie, ou carrément passer sous le seuil clinique, c'est-à-dire que la schizophrénie ne se déclenchera jamais. Ce qui est intéressant dans le fait de faire de la prévention de la schizophrénie, c'est que ça se passe entre 15 et 25 ans et qu'ensuite, il n'y a plus de problème. C'est pendant une période qu'on appelle de plasticité du cerveau et que passé 25 ans, alors évidemment, la médecine, c'est jamais une science exacte, mais passé 25 ans, vous ne risquez plus de devenir schizophrène. Donc, ça vaut vraiment le coup de faire de la prévention. Je ne vous parle pas du rapport coût-bénéfice. On est dans un facteur 15. Les gens qui deviennent schizophrènes, ils perdent 10 ans d'espérance de vie. Donc, ça vaut vraiment le coup d'éviter ce petit problème en passant. Donc, j'ai dit que c'était Sainte-Anne, le GHU psychiatrique, qui pilotait. Il y a plein d'équipes. Alors, beaucoup sont des cliniciens. Et puis, il y a quelques équipes de chercheurs non cliniciens. Ceux qui font de l'analyse d'imagerie au CEA, je regarde les boîtes en haut. Ceux qui font de l'évaluation de la motricité, c'est-à-dire quand des gens sont candidats à être schizophrènes, ils ont des problèmes de motricité ou de repérage, où on leur demande de bouger un doigt en le regardant en miroir, ils ne savent pas le bouger correctement. Il y en a qui font de l'analyse du discours à Brest. Les schizophrènes ou candidats schizophrènes ont une manière de s'exprimer qu'on peut analyser, dans lequel on voit très bien qu'un schizophrène est schizophrène en analysant sa manière de parler. Et l'idée, ce serait de voir est-ce qu'un candidat est schizophrène, ça se voit aussi dans sa manière de parler. En haut à droite, l'ontologie de la psychiatrie et le traitement des langues, c'est nous. Et puis, il y a des gens qui travaillent sur les jeux sérieux et autres. Petit bruit de fond étrange. Donc, en fait, le but, c'est de confirmer tous ces marqueurs qui sont tous repérés les uns après les autres, de les confirmer comme étant des vrais marqueurs pour le projet. Et derrière, il y a un essai clinique dont on voit ici les 4 bras. Donc, avec 500 patients, 4 bras, ça veut dire qu'on ne fait pas le même traitement sur chacun des bras. TAU, ça veut dire traitement as usual.
Donc il y en a un qu'on fait comme avant, le 2 on fait comme avant avec de la remédiation cognitive, donc des exercices spéciaux cognitifs. Le 3 c'est des compléments alimentaires et des compléments médicamenteux avec des folates et des vitamines. Et le bras 4 c'est les deux à la fois. Donc évidemment on espère que c'est le bras 4, enfin on espère, on fait l'hypothèse que c'est le bras 4 qui donnera les meilleurs résultats, mais en médecine, on n'espère rien, on n'utilise pas des hypothèses tant qu'elles n'ont pas été prouvées, donc l'essai clinique devra nous prouver dans quel bras les patients sont les mieux soignés. Voilà, comme tout projet, puisque ça c'est un RHU où il y a une vingtaine d'équipes, il y a plein d'intervenants. Nous, on est dans le WP3 et je vais vous montrer derrière ce qui se passe, c'est-à-dire on essaie de prendre en compte l'ensemble des modalités dont j'ai commencé à parler. On essaie de trouver les moyens d'analyser la situation du patient et de lui proposer un traitement qui serait précis et adapté, médicamenteux, cognitif, comme j'ai dit, sur les 500, donc sur les 500 patients de l'essai clinique. Je parlerai à la fin de où on en est du projet. Quand on dit on fait de l'IA, qu'est-ce qu'on fait comme IA? Il y a nous qui faisons l'ontologie d'intégration, qui faisons le traitement automatique des langues, et puis il y a ceux qui prennent l'ensemble des données, des biomarqueurs des patients pour voir comment on peut les stratifier et faire et des stats et de l'IA pour essayer de décider quel est finalement le meilleur comportement clinique à avoir en fonction des profils des patients. Avec en particulier, si on décide qu'il y a des informations de médicaments et de remédiation cognitive, quelle dose, comment on les fait. Alors, au cœur de ça, il y a l'ontologie de Psycare, donc une ontologie modulaire. Je reviendrai un peu dessus, avec des modules qui correspondent à chacune des spécialités mises en œuvre dans le projet. Je regarde les 6 cases qui sont en plein milieu, une sur la clinique psychiatrique, c'est-à-dire tout ce qui sont les échelles et tous les questionnaires, un sur les médicaments, quels sont les médicaments qui ont été pris par les patients, et évidemment, surtout en psychiatrie, il y a peut-être des médicaments psychiatriques, mais on a besoin de connaître tous les médicaments qu'ont pris les patients. À l'ANS, ils sont bien placés pour savoir qu'on peut refaire une ontologie des médicaments en permanence à jour. C'est ce qu'ils font avec l'ANSM. Il y a de l'imagerie, il y a l'ontologie des critères d'imagerie. Il y a l'ontologie ontodisque, c'est celle justement qui cherche à récupérer et à intégrer les données de l'analyse du discours. Il y a le module de dextérité qui cherche à modéliser tout ce que les spécialistes sur l'analyse. Waouh, il y a de ces échos. La dextérité. Et puis il y a biologie découpée en 2 morceaux, les analyses biologiques sur les prises de sang un peu standard, et puis la partie sur la génétique. Voilà. Et pour ceux qui connaissent les ontologies, il y a au-dessus une ontologie, une top ontologie qui est Ontopov, qui a été développée dans le laboratoire, et puis l'ontologie corps qui s'appelle Ontodome. Et pour ceux aussi qui connaissent les ontologies, je ne sais pas si ça marche. Il y a la petite ontologie qui raccroche tous les modules ensemble. Voilà, je vais passer cet ensemble d'outils destinés à être applicables en routine clinique. L'idée, effectivement, à la fin du RHU, c'est qu'on a un vrai programme de prise en charge des candidats schizophrènes. D'un point de vue mise en place informatique, c'est Feelings, qui est une boîte qui fait le serveur de données, dans lequel toutes les données du projet vont rentrer. Il y a un membre de Feelings qui est dans la salle, avec un applicatif qui s'appelle SWOMED. Et l'ontologie, le modèle ontologique et SWOMED sont en bijection, c'est-à-dire qu'on a l'ontologie qui décrit entièrement tout ce qu'il y a dans le modèle de données. Alors on pourrait discuter de faire ça dans un modèle de données entièrement sémantique type Triple Store, mais ça pose des problèmes de performance parfois un peu compliqués. En tout cas, ce n'est pas ça qu'on a choisi au départ. Alors normalement, ça avance. Voilà. Alors qu'est-ce que l'idée de faire tout le modèle ontologique avec toutes les instances, ça fait ce qu'on appelle un knowledge graph, j'en reparlerai, un graphe de connaissances. Et c'est ce graphe de connaissances qu'on veut présenter aux praticiens, aux médecins,
pour qu'ils puissent naviguer dans la base de données cliniques des patients. Et comme le chef est une dame, voilà, c'est elle qui est là. Alors, l'ontologie, pour la notation sémantique, on ne prend pas toute l'ontologie. Donc, l'ontologie, elle fait tout le modèle de données de Psyker, et l'ontologie pour la notation sémantique, en tout cas sur la partie qu'on a commencé à tester, c'est-à-dire les comptes rendus de clinique, elle a besoin de prendre en charge les parties des médicaments cliniques, et puis dans l'ontologie elle-même, des modalités, des qualités, un certain nombre de critères, de propriétés de l'ontologie qui doivent être utilisés pour modéliser correctement ce qui est écrit dans nos chers comptes rendus. Donc c'est ceux qui sont encadrés dans l'arborescence de l'ontologie à droite. Alors, je ne vais pas passer des heures sur l'ontologie. Elle a 10 000 classes. Quand on fait une ontologie, on vérifie aussi qu'on fait un modèle cohérent pour qu'elle modélise un peu tout ce qui se passe. Là, on a ce qu'on appelle un ontology design pattern qui décrit un peu toutes les expériences, tout le modèle commun d'expérience sur les patients. D'expérience parce qu'ils ont des questionnaires, d'expérience parce qu'on fait de l'imagerie, ou d'expérience là. Donc le modèle, il est à gauche et il est instancié sur la partie dextérité. Donc là aussi, je ne rentre pas dans les détails, mais vous avez des intrants avec la tablette numérique, vous avez des protocoles de reconnaissance des doigts inverses, la boîte au milieu la plus à droite, et vous avez un peu tous les résultats qui sont... Donc là, en faisant ça, on vérifie que l'ontologie fait à peu près, modélise à peu près tout ce qu'on lui demande. La représentation du temps est un vrai sujet compliqué pour les ontologies, mais pas que pour ça. Et donc là, il y a des discussions sur les représentations 3D et 4D du temps. Là, on a un modèle tel qu'on a une représentation externe de Louis, là dans notre exemple, et une représentation interne de Louis. Donc en représentation externe, on a un séjour de Louis à Madrid qui correspond à une situation temporelle d'espace-temps du séjour de Louis à Madrid, avec un temps et un lieu. Et puis au-dessus, on a un épisode infectieux de Louis, qui est un épisode de l'espace-temps, épisode infectieux de Louis à une date et à une extension spatiale, Louis. Donc en gros, Louis s'est chopé une crève à Madrid, en fait. C'est ça qui est écrit là. La climatisation, je ne sais pas, un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nos psychiatres? Ils voudraient ça. Ils voudraient une représentation longitudinale de ce qui se passe avec les patients du début à la fin de leur prise en charge, du moment où ils les rencontrent la première fois jusqu'au moment où ils les ont sortis du risque schizophrénique. Donc, avec quelles ont été leurs difficultés, abus de cannabis, qu'est-ce qu'ils ont eu, qu'est-ce qu'ils ont pris comme médicaments, est-ce qu'ils ont eu une dépression, enfin tout ce qu'on peut imaginer, qu'on peut lire sur leur compte rendu. Et nous, qu'est-ce qu'on essaie de fabriquer? On essaie de fabriquer la même chose avec une difficulté qui est on en reparlera, c'est de repérer le temps, c'est de repérer, on a souvent des prises de médicaments qui démarrent à un temps T, puis on dit pas dans le compte rendu quand est-ce que ça s'est terminé. On a parfois un début d'hospitalisation, on nous dit pas quand est-ce qu'il s'est terminé, mais comme c'est l'hospitalisation numéro 2, puis que dans la phase d'après, on nous parle de l'hospitalisation numéro 3, on en conclut que l'hospitalisation numéro 2 est terminée. Voilà. Il y a des petites choses comme ça avec des inférences qui peuvent nous permettre d'essayer de boucher les trous, et boucher les trous de la notation sémantique, c'est un grand sport, mais ça se fait. Alors voilà comment ça marche. Donc c'est un peu embêté de ne pas pouvoir raconter des choses. Bon, je vais finir à la main. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a un peu de spécial dans ce système-là? C'est du repérage d'extraction d'entités nommées, de la normalisation de ces entités. Ça veut dire qu'en deuxième phase, ça veut dire qu'on leur retrouve les URI de l'orthologie à laquelle elles correspondent, et puis ensuite du repérage de relations. Donc, on va un peu détailler rapidement, puis ensuite on répondra aux questions. Ce qui est spécifique là, c'est qu'il y a un language model qui est pré-entraîné, qui va nous aider à repérer les syntagmes nominaux avec l'aide des vocabulaires de l'ontologie. Et puis, maintenant, c'est plus tellement original, mais on va faire de l'ontologie embedding.
C'est-à-dire qu'on va faire du plongement de l'ontologie, la mettre dans un format vectoriel qui va permettre de tenir compte de la façon dont les concepts sont placés les uns par rapport aux autres, au niveau des axiomes qui les décrivent. Pendant longtemps, les ontologies ont servi de repository pour le machine learning en ne tenant pas compte de la hiérarchie. Là, on tient compte de la hiérarchie. Et derrière, on tente de faire du matching entre ce qu'on a trouvé avec l'extraction des syntagmes nominaux et ce qu'il y a dans l'ontologie. En bas, au milieu, tout en bas, il y a contexte extraction. Ça veut dire essayer de repérer les problématiques d'hypothèse et de négation. Et il y a marqué en tout petit EDS NLP, le modèle, le programme de NLP de l'entrepôt de données de santé de la paix est ouvert. Pas pour lire là-dessus, mais pour nous donner comment fonctionne le code. Et c'est avec celui-là qu'on fait ce qu'on appelle l'extraction du contexte. Et la dernière colonne, c'est la récupération des relations. C'est purement syntaxique, mais ça marche d'autant mieux que la partie repérage des syntagmes nominaux est faite, et bien faite. Voilà, c'est ça qu'on voit. Alors, les médecins, c'est ce que disait Thierry, les médecins, ils passent leur temps à écrire des comptes rendus, alors les psychiatres encore plus que les autres, quoi. Parce que c'est compliqué de raconter de sortir des données structurées sur les patients. En gros, comme il disait, on récupère les prescriptions de médicaments quand ça a été bien normalisé, les prescriptions de laboratoire, encore qu'au GHU, ils ne sont pas Loing, donc ils ont quelques problèmes à récupérer les prescriptions de laboratoire au format Loing. Et le reste, c'est du texte. On dit toujours, on ne sait pas pourquoi, 80% de la connaissance médicale, c'est du texte. Alors, je vais vous dire, 80% de la connaissance médicale, c'est du texte, et encore plus chez les psychiatres. Alors, encore une fois, le plongement de l'ontologie, c'est prendre en compte ce qu'il y a dans en gros, les triplets de description de l'ontologie grâce au subclass of, au domain et au range, c'est-à-dire les descriptions des critères syntaxiques d'utilisation des relations et l'utilisation elle-même des relations, pour ceux qui connaissent le web sémantique, dans le cadre de restriction ou d'équivalence, pour essayer de voir comment les objets sont rapprochés les uns des autres. J'ai mis en gris la partie restriction, WL on property et some value from, parce que dans l'ontologie, dans l'état V1, il y a plein de relations, il y a des domaines et des ranges, mais il n'y a pas de restrictions qui ont été faites. Donc, au moment où a travaillé l'algorithme sur lequel qu'a développé Hunt, on n'a pas utilisé ces propriétés qui n'étaient pas actives. Voilà, et ensuite on vérifie que tout ça marche bien, c'est-à-dire que les qualités sont toutes mises ensemble, que les signes cliniques sont toutes mises ensemble, que pas mal de choses se passent bien, qu'on a l'impression que les choses se passent bien. On répondra aux questions sur le petit tableau pour comment est tordu et bien organisé All2Vec pour que ça fonctionne de la meilleure manière possible avec un certain nombre d'algorithmes. On répondra aux questions si c'est nécessaire. Et voilà qu'on a un certain nombre de résultats. Donc là, pour ceux qui connaissent, c'est l'interface BRAT. Quand on fait du NLP, on sort tous nos résultats en BRAT et ensuite on les analyse. Alors BRAT, en plus, ça nous permet de faire la validation, c'est-à-dire de dire c'est bien fait, c'est pas bien fait, de passer des heures à dire c'est bien fait, c'est pas bien fait. Alors avant de donner de nous jeter un satisfait avec des tellement beaux résultats, c'est nous qui nous sommes nous-mêmes évalués parce que nos chers psychiatres ne sont pas très dispo. Ça, c'est un médecin n'est pas très disponible. Et comme en plus, on l'a fait sur les comptes rendus d'un projet précédent et pas ceux du projet, puisque l'essai clinique est en train de commencer, on préfère se les garder au chaud quand il faudra analyser ce qu'on a fait avec les vraies données de l'essai clinique. D'où le fait qu'il y a un peu tout ce qu'on a repéré, des précisions, des rappels, et puis une F-mesure qui est parfois assez sympa pour ceux qui connaissent bien. Et vous voyez qu'à la fois, on repère bien des hospitalisations en hôpital du jour, qui commence, qui finit, cas pour motif. Il y a un certain nombre de choses qui marchent bien. Moi, je ne vous demande pas des choses qui ne marchent pas. Mais en même temps, si tout marchait bien, ici, il y aurait marqué 1 partout. Donc, il n'y a pas marqué 1 partout quand même. Voilà, donc on repère à peu près toutes ces petites choses.
L'extraction des relations, à partir du moment où on a repéré tous les syntagmes nominaux, ça passe par des arbres syntaxiques pour repérer un peu tout ce qui se passe en fonction d'un certain nombre de patrons de repérage. Là aussi, ça marche pas mal, avec la limite dont j'ai parlé, qui est, on a parfois des débuts et pas de fin. Là, on regarde sur les médicaments. On a beau inventer tout ce qu'on peut pour repérer les dosages de médicaments, CP 100 mg 1-1-1, bon, ben, vous allez tous me dire, mais ouais, on sait, c'est matin, midi et soir. Ben oui, mais on l'avait pas trouvé. Et puis on sera toujours là pour le corriger. Globalement, on repère très très bien les noms de médicaments, évidemment, parce que l'ontologie qu'on a faite sur les médicaments marche bien. Entre-temps, l'ANS en a fait une encore mieux. On avait commencé à les aider, donc c'est normal. Ils en ont fait une encore mieux en travaillant avec des gens du LIMIX, entre autres, et la NSM. Donc en fait, les noms de médicaments, il n'y a pas de souci. On repère très très bien les médicaments. Les doses, plutôt à 80%. Voilà, et sur l'extraction des relations, là aussi, on a des résultats assez intéressants. Alors, une ontologie de 10 000 classes avec 300 relations, vous ne pouvez pas demander aux gens qui évaluent de faire l'évaluation au niveau des feuilles. Vous ne pouvez pas leur demander d'évaluer est-ce que c'est la bonne relation, est-ce que c'est la bonne classe qui est tout en bas, quoi. Donc, en fait, on prend un niveau un peu plus général qui est au-dessus pour repérer un certain nombre si on se lie bien aux médicaments. C'est pour ça qu'il y a des classes assez générales comme A pour motif, participe, qualifie. Ce ne sont pas des relations qui sont tout en bas dans l'arbre des relations d'ontologie, ils sont à un niveau intermédiaire. Voilà, et quand tout ça marche, on est censé fabriquer. Alors d'habitude, je le zoome celui-là. Donc ça, c'est un modèle un peu UML du knowledge graph. Alors ça, c'est quoi? C'est toutes les instances d'un patient dont le compte-rendu est là, en fait. Donc évidemment, il est beaucoup plus clair et beaucoup plus facile à comprendre sous BRAT, mais c'est ça qu'on est en train de faire. Et donc, je dis objectif parce qu'avec ONS, on a commencé, on a fabriqué un ou deux knowledge graph avec les instances de ce qu'on a commencé à fabriquer quand on a fait marcher le processus de TALN. Donc là, bon, ça c'est les petites boîtes sorties des visualisations des instances de protégés avec les intervalles temporels. Ça n'apporte pas grand-chose. Voilà, je voudrais un peu donner quelques conclusions de ce qu'on a réussi à faire et qu'est-ce qu'on va faire d'autre. La notation sémantique marche plutôt bien, l'extraction des relations avec. Le pipeline a été testé sur la psychiatrie et en néphrologie. Le test nous a montré qu'en plus, on pouvait le faire avec plusieurs ontologies, avec plusieurs embeddings d'ontologie dans le même processus, ce qui fait que les psychiatres n'arrêtent pas de parler d'autre chose que de psychiatrie dans leur compte-rendu. Ils parlent de psychiatrie, mais d'autre chose, et l'ontologie de la psychiatrie ne peut pas prendre en charge tous ceux dont parlent les psychiatres. Donc en collant l'ontologie de la néphrologie à celle de la psychiatrie, on a repéré plus de choses qu'on l'aurait fait avec la seule psychiatrie. Donc, ça ferait plaisir à des gens comme Stéphane Darmoni à Rouen qui fait de l'indexation multiterminologique. En gros, deuxième point, ça marche assez bien. Hein, le repérage et identifier les bons concepts de l'ontologie et on commence à créer un graphe de connaissances qui représente les données de quelques patients. Et puis, on espère que quand l'essai clinique va nous alimenter en patients, on va pouvoir en faire plus. C'est quoi le futur? C'est de se demander, on n'est pas les seuls, est-ce qu'on pourrait travailler avec un modèle de langue tel que Camembert pour généraliser le processus d'annotation sémantique. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'AP qui est là, mais l'AP se pose la question de se faire un grand modèle de langue avec ses comptes rendus, parce qu'il y en a 70 millions dans le DS. Et puis, il y a la question de comment est-ce qu'on valide les graphes de connaissances. On a une petite idée, nous, sur comment valider les ontologies, on sait faire, comment on valide les graphes de connaissances, comment on prédit les liens, comment on prédit les informations manquantes. Alors, comme j'ai un peu de bouteille, je vous ressors un article qu'on a écrit en 1997 avec Pierre Degenbaum, qui est toujours en action, en train de faire du TLN à Saclay. Jacques Beau qui vient de prendre sa retraite, Bruno Bachimon qui est toujours à Compiègne, plus jeune que nous, il était un peu plus jeune que nous, et moi. Et on faisait pour le projet Onto-Ménélas, pour le projet Ménélas, une ontologie de la chirurgie cardiaque pour essayer de comprendre ce qui se passait dans les CRH.
et ça marchait pas mal. Et c'était la représentation en graphe conceptuel de SOA, pour ceux à qui ça dit quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait mieux qu'il y a 27 ans? L'ontologie, on l'a fait un peu mieux, on gère mieux les modules, on gère mieux les alignements, il y a un peu plus de méthodologie. Le repérage des syntagmes nominaux, syntagmes verbaux avec au moins les language models, ça marche mieux que ce qu'on fait avec nos automates à été finis et nos grammaires. Et l'association des classes au syntagme via le plongement de l'ontologie embedding, ça marche vraiment mieux que ce qu'on fait avec Levenstein et on en est bien content, spécialement en psychiatrie. Enfin, pour finir, le projet Psycaire, il en est où? On a livré la version 1 de l'ontologie et elle est intégrée sur le serveur de Feelings. Le TALN, vous en avez la description en cours de finalisation. La plateforme est opérationnelle avec tous les soucis d'RGPD, de serveurs de termine. Enfin bon, c'est terrible, c'est terrible. On est bien content qu'il y ait les RGPD, mais c'est terrible. On a chargé pour que le système d'IA fonctionne d'anciennes cohortes. Là aussi, il y a eu plein de problèmes de réglementation. Et le recrutement des premiers patients a été effectué. Et le CEA qui fait les algos de machine learning de l'IA commence à regarder comment... ils en ont déjà fait, puisqu'ils ont publié plein de fois sur ces histoires de machine learning, sur la schizophrénie. Ils sont en train de regarder ce qui va se passer. Qu'est-ce qui nous complique la vie pour terminer? Parce que les choses ne sont jamais si simples. Le langage naturel, c'est indispensable mais compliqué. Vous avez repéré, mais ce n'est pas moi que je vais vous dire ça. Et en psychiatrie, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pire que les autres, ça c'est sûr. Et un piège qu'on a avec le big data et qu'on a là, c'est que les données des autres bases, les autres projets ou le SNDS sur lequel on disait tiens, on va entraîner les algorithmes, tiens, on a des données comparables, en fait, c'est jamais vrai, quoi. Il y a toujours des trous partout. Si nous, on est très précis avec notre ontologie, eux, ils ont que la SIM10, donc ils ne sont pas précis du tout. Enfin, ça nous pourrit la vie, mais bon, on fait avec et on essaie de faire des progrès. Voilà. Et puis, ça, c'est pour les ontologues. Il peut y avoir des points de vue très différents sur la santé des gens. Et tout en haut, il y a le lien que je maintiens sur le serveur de l'INSERM sur c'est quoi l'IA en santé que je maintiens avec Xavier Tanier. Voilà, c'est fini. C'est celui qui marche, c'est sûr. Ça marche. N'hésitez pas en ligne aussi à poser vos questions si vous le souhaitez. Bonsoir et merci beaucoup pour la présentation. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur la quantité d'annotations que vous avez faites, alors en termes de soit de phrases, d'entités, de relations? Et est-ce que souvent quand on a des schémas assez compliqués comme ça, il y a des types d'entités qui sont plus rares ou des types de relations qui sont plus rares et pour lesquelles les performances souvent pêchent un petit peu à cause de cette rareté? Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez réussi à pallier à ça avec, je ne sais pas, des embeddings particuliers? Voilà. Pour le nombre, oui, il y a des relations qui sont plus rares que d'autres. Notamment, il y a les relations participe où c'est généralement sur la partie juste sur la partie où on repère la biographie et tout. Et généralement, c'est pas très développé dans les textes. Donc, nous, vu qu'on n'utilise pas un modèle qui a déjà été entraîné, on utilise un modèle qui est non supervisé. Donc, on n'a pas ce problème il y a des entités qui sont plus que d'autres. Non, on utilise, par exemple, ici, on utilise le pattern rank qui est un modèle de repérage de syntagmes nominaux et de syntagmes verbaux qui se base sur le post-tagging et qui n'a pas besoin d'entraînement. On utilise seulement un modèle de sentence camembert qui est un modèle français et
avec lequel on extrait les syntagmes. Et pour les relations, on a pas mal de règles. Justement, on utilise plutôt de règles pour extraire les cas, les cas complexes ou les cas qui sont pas très fréquents. Donc, et c'est généralement sur la partie biographie du patient. Donc, je ne sais pas si j'ai bien compris. Très bien, merci beaucoup. Je complète qu'on avait évidemment intérêt à être en non supervisé parce qu'on n'a vraiment pas de corpus d'apprentissage en psychiatrie. D'autres questions dans la salle? Non? Oui, t'en prie. Peut-être vous pouvez vous présenter, juste dire qui vous êtes et si c'est bien de savoir si c'est une entreprise, c'est pour vous connaître aussi. Hein. Bonjour, Anthony Dubois, Gimli, on fait du NLP en santé, notamment en oncologie, mais ça marche très bien sur la psychiatrie aussi. Je pourrais vous montrer. Et non, mais donc, ce qui m'intéresse, c'est justement vos modèles sur les relations. C'est compliqué, vous parlez de règles. Est-ce que vous pouvez donner un peu plus de détails sur le type de règles que vous mettez en place? Ok, pour les règles, on a deux types de règles. Bon, pas des règles, mais on utilise plutôt la taxonomie, la hiérarchie de l'ontologie avec les possibles relations entre les différents concepts. Et puis, dans une phrase, s'il y a un lien syntaxique qui dépasse pas 3 niveaux et il y a une relation, on dit que on a une relation entre les deux, mais ça crée beaucoup de faux positifs et c'est expliqué par les résultats. Et on compte à noter beaucoup pour avoir entraîné un bon modèle. Et les psychiatries ne sont pas disponibles pour ça, donc on fait, on fait de ce qu'on peut. Ok, et juste sur la partie temporalité, vous en parliez, c'est un problème qui est super compliqué quand il est marqué depuis 3 mois ou il y a 10 ans. C'est des choses aussi que vous repérez dans les textes, ce genre de choses? Oui, ça on repère et on essaie de normaliser par rapport à la date de l'hospitalisation. Donc on essaie de normaliser les dates après 3 semaines, on ajoute 3 semaines et voilà pour cette partie. On va admettre qu'à ce moment-là, il y a quelques petits ratés là, entre les il a commencé il y a 3 semaines. Enfin, des fois, ça finit par se demander si ce n'est pas une date absolue ou une date relative. Enfin, ça ne marche pas à 100%. C'est très compliqué. Bravo en tout cas, et pour l'ontologie, elle est disponible en ligne? Elle le sera parce qu'on est en train de signer toutes les propriétés industrielles. Et en fait, l'ontologie, c'est 10 modules. Donc, on espère que pour juillet, elle sera disponible en ligne. Pour l'instant, elle ne l'est pas. Bravo. Mais mon but, c'est qu'elle soit en ligne, que ce soit sur Bioportal et sur un GitHub. C'est toujours ce qu'on a prévu. Merci. J'ai 2 questions en ligne. J'ai une première question pour vous de la part de Leonardo. Bonsoir, super intéressant projet. Peut-être qu'il a raté quelque chose avant. Quel est le thésaurus sur lequel vous faites la normalisation? SNOMED, CT, UMLS, etc. Et combien de notes cliniques vous allez annoter? Merci bien et félicitations. Pour annoter, pour avoir un bon résultat, on estime à partir de 100 comptes rendus, on peut entraîner un modèle sur les textes qui sont annotés. Mais pour les thésaurus, on utilise une ontologie plutôt qu'une thésaurus. On utilise l'ontologie psychaire de psychiatrie qui a été développée dans le projet psychaire. Voilà. Comme on disait, il n'y a pas d'autres thésaurus que les modèles qu'on a là. On n'a pas eu besoin de... Ils sont déjà entraînés, ils sont fine-tunés par l'ontologie et donc c'est assez économique, entre guillemets, si ce qu'on fait peut être qualifié d'économique. Oui, il y avait peut-être, merci beaucoup. Une deuxième petite précision côté données temporelles, parce que ça doit aller avec la question précédente, je pense. Ça y est, ça m'a reperdu. Pardon, juste dessus. Concernant l'évaluation des données temporelles, a-t-elle été réalisée sur des données normalisées? Pour les données temporelles, non. On a juste vérifié s'il a bien repéré les dates
et tout. Mais la normalisation, on a essayé à partir de Brath de corriger, mais ça prend beaucoup de temps. Et du coup, on a un peu priorisé les signes, les maladies et tout, mais les données temporelles, je pense que c'est la prochaine étape, vérifier la normalisation de ces dates-là. Je complète pour dire que, encore une fois, les comptes rendus sur lesquels on a travaillé ne sont pas ceux de Psycare, ils sont ceux d'un autre projet en psychiatrie qu'on avait avant, venant du même service. Donc, c'est aussi des comptes rendus de soins de patients souffrant de schizophrénie dans le même service de Marudil-Krebs. Donc, ça nous permet de se dire que ce qu'on fait à peu près bien là, on devrait s'en sortir quand on aura les données des patients de l'essai clinique. Oui. J'ai une toute petite dernière là, pardon, qui vient d'arriver aussi. Bonjour, donc très intéressant, mais aucun bras ne contient d'association antipsychotique plus antidépresseur. Or, la moitié des patients avec schizophrénie sont également dépressifs et plus d'un quart seulement reçoivent un antidépresseur. Bah, il faut qu'il appelle Marudil-Krebs. Faut qu'il... Non, non, parce que en plus, je ne suis pas médecin, mais j'ai bien vu des discussions sur antidépresseurs avec la. Non. Il est peut-être psychiatre, mais il discute avec un psychiatre, pas avec moi. Merci beaucoup. Dernière petite question de. Bah, vas-y, je t'en prie. On t'entend pas, du coup. Est-ce que ça marche? Ah oui, alors cette fois-ci, je me présente pour qu'on m'entende en ligne aussi. Alors, je m'appelle Adrien Coulet, je suis chercheur à INRIA dans l'équipe qui s'appelle ECA. Ah oui, la question qui tue. Non, mais est-ce que l'extraction d'entités ou de relations peut vous permettre à un certain moment d'enrichir l'ontologie? Et du coup, si vous enrichissez l'ontologie, est-ce que ça vous permet d'améliorer encore les annotations et de faire un super cycle vertueux? Peut-être pas automatiquement. En tout cas, oui, de repérer des trucs, parce que même quand on a fait nos évaluations, on repère des manques, on repère un certain nombre de problèmes. Donc oui, ça va à un moment permettre, mais on n'a pas mis en place un cercle vertueux par algorithme. Ça, on n'a pas mis en place. Il y a une entité. En gros, on a des entités qui sont, pour l'extraction des syntagmes nominaux et syntagmes verbaux, on a des entités qui sont pas dans l'ontologie et auxquelles ils ont un point important dans le texte, mais auxquels on n'arrive pas à trouver des entités ou des classes dans l'ontologie. Et du coup, on les annote quand même et on lui associe un label. Et après, on verra si on décide d'ajouter des classes ou on les supprime. Ou on les supprime. Classe to add avec un chiffre là. Ouais, on a 700 entités qui ont été repérées, auxquelles on n'arrive pas à trouver une classe. Donc, on les laisse et on fera des analyses sur ces entités et on décidera si on les ajoute dans l'ontologie ou pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci. Peut-être on donnera aussi, parce que je vois qu'il y a des questions, mais on est dans les temps, on va s'arrêter là. Peut-être, en tout cas, on vous demandera aussi si vous voulez bien donner vos coordonnées ou pas, et les présentations, bien sûr. Et comme ça, les gens pourront aussi vous poser des questions si vous êtes d'accord. Voilà. On vous relistera les dernières questions qui ont eu lieu. Merci beaucoup. On va laisser maintenant la parole à Mélanie Wary et à Guillaume Martin de la société Synapse Médecine. Vous avez 10 minutes, un quart d'heure avec les questions. La main. Je vais. Micro, pardon. Ok.
Alors bonjour à tous. Tout d'abord, merci à l'ANS et à l'INRIA pour l'invitation. Aujourd'hui, on va vous parler de notre présentation, donc apport des LLM pour une prise en charge thérapeutique personnalisée. On travaille tous les deux pour Synapse Medicine. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui travaille sur le bon usage du médicament. Plus spécifiquement, on développe des modules logiciels qui viennent aider les professionnels de santé à mieux prescrire. Donc, on vient intégrer dans leur logiciel métier. Ça va de la recherche de médicaments à l'analyse d'interactions médicamenteuses, etc. Donc voilà, beaucoup de choses autour du bon usage du médicament. Mais ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est un dernier produit qu'on a sorti et qui voulait répondre finalement à un challenge qui est celui du temps des médecins. Les médecins aujourd'hui prennent environ 1 minute pour prescrire dans le cadre d'une consultation, parce qu'avant, ils ont dû récolter plein d'informations sur votre diagnostic, etc. Cela dit, la prescription, c'est une étape complexe et vous le voyez, du coup, contrainte en temps, ce qui fait qu'elle est souvent peu personnalisée, pas toujours très pertinente. En particulier dans le contexte des recommandations médicales. Aujourd'hui, un médecin, s'il veut se renseigner sur les dernières recommandations médicales, il a tout un tas d'outils disponibles, des sites différents, mais c'est souvent des longs PDF qu'il doit lire, il doit se tenir à jour. Il y a des recos qui sortent tous les jours. C'est quasiment impossible pour un médecin finalement de se tenir à jour, surtout que ce qu'il a appris 10 ans, 20 ans en arrière, c'est caduc. Et Synapse, on a voulu répondre à cette problématique en créant un outil unique, intégré dans le logiciel, comme je vous l'ai dit, systématique, parce qu'il va s'appliquer aux médicaments et aux pathologies renseignées par le médecin pendant sa consultation, et qui va synthétiser les recommandations médicales pour le suivi du patient et de manière personnalisée, donc comme je vous l'ai dit, en fonction de ces données. Et ça, c'est ce qu'on a appelé du coup Copilot Reco. Vous voyez une petite vidéo à gauche de la slide, où après avoir saisi les pathologies et les traitements du malade, on a des modèles de LLM, Mélanie vous en parlera mieux que moi, qui vont venir vous proposer la surveillance paraclinique, des mesures associées, avec possibilité d'aller sur les sources de données qui ont permis de rédiger ces recommandations, donc les pathologies et les médicaments, et également la possibilité de créer des comptes rendus à partir de ces informations. Donc voilà, ça c'est Copilot Reco, comme vous voyez, un peu intégré dans un logiciel métier. Cela dit, Copilot Reco répond à un gros challenge technique, qui est finalement l'intégration des recommandations médicales et des médicaments. Et donc, je laisse la parole à Mélanie, qui est data scientist chez Synapse, pour vous en parler. Bonjour à tous. Comme Guillaume l'a dit, notre produit Synapse il vise à générer des synthèses de recommandations de suivi thérapeutique qui sont personnalisées, c'est-à-dire qui dépendent des traitements et des pathologies d'un patient. Ce qu'il y a derrière ce produit, ce sont des LLM, et en l'occurrence des LLM de Mistral. Mistral, c'est une startup française qui est reconnue pour le développement de ce genre de modèle. Et ici, plus spécifiquement, le type de modèle de Mistral qu'on a utilisé, ce sont les modèles de type Mixtral, pour Mixture of Experts. Pourquoi on a utilisé ces modèles ? Eh bien, déjà parce que c'était ceux qui répondaient le mieux à nos attentes sur cette tâche d'après une comparaison qu'on a effectuée. Et d'autre part, le compteur ne marche pas. Et d'autre part, parce que c'était confirmé par des benchmarks qui ont été faits à plus large échelle et qui montraient, comme vous pouvez le voir sur ces figures, que ce type de modèle présente un relativement bon compromis entre qualité de la réponse et temps nécessaire pour obtenir cette réponse. Les LLM, ça présente de très nombreux avantages, mais vous le savez, ça présente aussi des biais. Et parmi ces biais, il y en a 2 auxquels on a été particulièrement confrontés ici. Le premier, c'est le problème de la traçabilité des sources. Par exemple, si vous demandez à ChatGPT de vous générer une synthèse de recommandations de suivi pour une liste de médicaments et de pathologies données, il va le faire. Par contre, il va avoir du mal à vous donner ses sources, ou pire, il va même pouvoir générer de fausses sources, par exemple un lien PDF, et quand vous cliquez dessus, ça ne mène nulle part. Donc ça, c'est le deuxième problème auquel on a été confronté. Le problème d'hallucination, c'est-à-dire la capacité des LLM à générer de fausses informations, donc de fausses sources, mais ça peut être aussi des fausses recommandations, donc c'est particulièrement problématique. Pour adresser ces 2 challenges, on a mis en place plusieurs choses. La première, c'est qu'on va contraindre nos LLM à aller chercher les informations de recommandation dans
2 sources spécifiques, 2 sources qu'on a choisies pour être fiables et qui sont des sources qui sont généralement utilisées par nos utilisateurs pour aller chercher ce genre d'informations. Donc, ce sont les monographies pour les traitements et les fiches recomédicales pour les pathologies. Les fiches recomédicales, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce sont des synthèses de recommandations pour les pathologies qui agrègent plusieurs sources, qui sont faites par un médecin et validées par d'autres médecins. Pour s'assurer que nos LLM vont bel et bien aller chercher les informations dans ces 2 sources, on a utilisé la technique du RAG pour Retrieval Augmented Generation. Donc concrètement, ce qui se passe, on a les monographies qui sont sur le site de la BDPM, les fiches recomédicales qui sont sur le site recomédical.fr. On va venir crawler ces sites, parser, venir stocker les documents associés dans nos bases de données. Ces documents, on va ensuite venir les découper en morceaux, en sous-sections qu'on appelle des chunks. Et ces chunks, on va ensuite venir les vectoriser en utilisant le même embedding que celui qui est utilisé pour vectoriser le prompt qui est passé au LLM qui va générer la synthèse. Et ces chunks vectorisés, on va venir les stocker dans une base vectorielle et tout va ensuite se jouer au moment où on va faire l'appel au LLM pour générer la synthèse. Puisque à ce moment-là, on va en gros lui demander d'aller spécifiquement chercher les documents relatifs au traitement et aux pathologies du patient. Et on ne va pas se contenter de lui donner ces documents en entier. On va en fait faire une recherche de similarité qui va permettre de sélectionner les chunks, donc les sections de ces documents qui sont les plus pertinentes pour effectuer la tâche demandée. Du coup, c'est grâce à ce RAG qu'on va pouvoir à la fois contraindre le LLM sur nos 2 sources et augmenter la pertinence des synthèses générées. Toujours pour augmenter cette pertinence, en fait, on va avoir un deuxième pipeline, un sous-pipeline de RAG plus LLM. Je vous l'ai dit, les fiches recommèdes, ce sont des synthèses de recommandations. Donc, pour les monographies, plutôt que de donner en input de notre pipeline principal ces monographies en entier, on va les faire passer par un sous-pipeline de RAG plus LLM pour venir synthétiser, générer une synthèse des recommandations des monographies. Et c'est ces synthèses qu'on va ensuite fournir à notre pipeline principal de RAG plus LLM. Ensuite, toujours dans le but d'améliorer la fiabilité et la pertinence de nos synthèses. Vous en doutez, il y a plein de petites choses au niveau des instructions passées dans le prompt qu'on a co-construit avec nos experts médicaux. Et ce qu'on vise à développer dans un futur proche, c'est le 3e pilier qui est généralement utilisé pour s'assurer de la fiabilité des réponses de LLM. Donc en plus du RAG et du prompt engineering, le fine-tuning. Un 4e pilier qui est peut-être un peu moins mentionné, mais qui s'est avéré particulièrement utile dans notre cas, c'est le post-processing. Ce post-processing, il repose sur des règles qui, là aussi, ont été établies par nos experts médicaux. Et il va avoir pour but de venir vérifier que les synthèses générées matchent bien nos exigences en termes de format et de contenu, et va venir les éditer si jamais ce n'est pas le cas. Ce post-processing, il repose principalement actuellement sur du traitement NLP classique, y compris avec des choses aussi basiques que des regex. Mais ce qu'on vise à faire prochainement, c'est d'explorer des pistes plus complexes comme l'évaluation du degré d'hallucination par d'autres LLM. Et enfin, dernière chose sur laquelle on est en train de travailler actuellement, c'est de réutiliser toutes les métriques qu'on a développées pour mesurer la qualité de nos réponses. Donc les réutiliser d'une part pour faire un monitoring des performances, pour s'assurer qu'il n'y a pas de dérive dans le temps de notre solution. Et deuxièmement, utiliser aussi ces métriques pour construire un indice de confiance qu'on va venir intégrer directement dans notre produit pour donner une idée à nos utilisateurs du degré de fiabilité des synthèses. La main. Alors en conclusion, Copilot Reco, du coup c'est un produit qu'on a développé qui, on pense, grâce au NLP, répond à un enjeu de santé publique, qui est quand même l'accessibilité des recommandations médicales fiables, qui sont en perpétuelle évolution et qui sont en fait dans les faits pas tout le temps suivies par les médecins. Je parle en connaissance de cause parce que je suis médecin de formation. Et donc on a utilisé les modèles d'IA générative,
dans un process qu'on espère être fiable et pour que les médecins aient confiance dans les résultats, avec un fort ADN médical, parce que chez Synapse, peut-être à l'inverse de la présentation précédente, mais on a quand même une grosse équipe médicale sur 90 collaborateurs, on est une quinzaine à être médecins ou pharmaciens, et surtout, ça va être un produit qu'on va essayer de déployer massivement, puisque d'ici fin 2024, nos modules sont disponibles chez 25 000 médecins généralistes en ville dans leur logiciel métier, et on espère pouvoir proposer Copilote Reco comme un module supplémentaire. Et 25 000 médecins, ça représente quand même à peu près 40% des prescripteurs en ville, pour vous donner une idée. Et Copilote Reco est finalement notre premier module cherchant à utiliser l'IA générative, mais on veut aller plus loin. Là, vous avez vu, c'était du suivi thérapeutique, mais à terme, on aimerait bien aussi finalement aller dans la suggestion de traitement. Voilà. Merci pour votre attention. Il y a une adresse mail d'ailleurs pour les curieux qui n'auront pas le temps de poser leurs questions, si vous voulez nous contacter. Et voilà. Bonjour, merci, c'est très intéressant. Francis Wolinski, je suis consultant indépendant en data IA et j'interviens de temps en temps sur la santé. J'ai une question, là vous avez parlé de crawling et de parsing. Les données, alors il y a des problèmes de propriété intellectuelle ou pas, ou c'est des informations publiques, et deux, vous ne pouvez pas les avoir en open data sans avoir à crawler et parser le web, les informations sur lesquelles vous traitez. Alors, ça a été mis en place à Synapse avant que j'arrive à Synapse. Mais de ce que je sais, non. Si on crawl, c'est que c'est pas possible de les avoir comme ça. Pour la BDPM, ce sont des données qui sont publiques. Pour les données rocomédical.fr, il y a un partenariat qui a été signé avec le médecin qui génère ces synthèses. D'accord, mais je comprends juste, c'est... il pourrait vous les mettre dans un format plus facile que crawler et parser, quoi. En leur demandant? Bah, si vous avez un partenariat, à ce moment-là, oui. Ah, à vrai dire, il travaille chez nous, le médecin qui fait ses fiches. Et oui, on pourrait, mais c'était plus simple, à vrai dire, de faire comme ça. Pour des raisons de technologie qui ont été utilisées de son côté versus de technologies que nous, on utilise de notre côté. Merci beaucoup pour la présentation. Je suis Sam, CTO chez Core. J'ai une question sur la partie de l'évaluation. Donc, vous avez rapidement parlé de la partie monitoring ou des métriques que vous mettez en place. Je pense que c'est tout le challenge avec ce qui est basé sur des LLM, c'est d'essayer de comprendre la qualité de ce qu'on ressort. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur comment est-ce que vous mesurez la qualité des résultats? Comment est-ce que quel était le process en interne pour gagner en confiance de la véracité des recommandations que vos modèles sortaient? En termes de métriques, on a des métriques déjà en termes pour évaluer le format, s'assurer que ce soit suffisamment synthétique. Et ensuite, en termes de pertinence médicale, là, c'est actuellement basé plus sur, en gros, la présence-absence de mots-clés entre la source et la synthèse générée. Je vais te donner le micro. Bon, peut-être une précision, du coup, est-ce que vous avez dû mettre en place des process ou je sais pas, quelque chose à l'intérieur de votre boîte pour pouvoir vérifier, avoir une revue manuelle de toutes ces recommandations, peut-être faire de la double aveugle entre ce qu'aurait été une recommandation d'un médecin sur ces données-là et les recommandations de vos modèles et de comparer un petit peu ces choses-là ou pas du tout? Alors, tout le développement a été fait en collaboration avec des médecins. Et justement, toutes les règles de post-processing, elles ont été établies en regardant des cas spécifiques de synthèse qui ont été générés pour des patients. En gros, on a une liste de use cases que notre pôle médical a designé. On a passé ça dans tout notre produit. Les synthèses ont été générées. Ils ont regardé le résultat. Ils ont validé, pas validé. On a établi les règles en fonction. Et ensuite, quelque chose dont je n'ai pas parlé aussi, c'est que dans le produit, il y a une partie d'évaluation par les utilisateurs qui pourront nous dire ce qui va, ce qui ne va pas, pour qu'on puisse également améliorer ensuite au fur et à mesure ce genre de choses.
Une question. Bonjour Kenza, je suis étudiante en intelligence artificielle et ma thèse se fonde sur les biais générés par les LLM en santé. Donc je me demandais sur la partie post-processing, ce qui est un peu relié à ce qu'on vient de dire. Vous avez parlé de ces règles avec vos experts médicaux. Est-ce que c'était en supervised ou non? Je pense que c'est pas très clair pour moi. Et ma deuxième question, c'était, vous avez parlé d'évaluation du degré d'hallucination par d'autres LLM. Comment est-ce que vous pouvez évaluer ça? Comment est-ce que vous y avez pensé? Alors, pour la première question, je ne sais pas ce que vous voulez dire par supervised. Ça ne fait pas appel à un modèle. C'est automatisé, mais très manuel finalement. On vérifie la présence. On utilise des ontologies, on regarde s'il y a certains mots qui sont présents des deux côtés. Et il y a un seuil de fiabilité qui a été déterminé avec nos experts médicaux qui font qu'on va supprimer ou pas des informations. Ensuite, la deuxième question. Ah oui, les LLM. Alors, c'est quelque chose qu'on vise à faire. En gros, on a juste commencé à voir dans la biblio qu'il y avait des LLM qui étaient capables de faire ça. Je ne saurais pas vous en dire plus. Je ne sais pas exactement comment ça marche. C'est à explorer. D'accord. Et juste pour la partie, le dataset que vous avez à l'origine n'a pas de proposition de suivi thérapeutique, si je comprends bien. Je ne vois pas ce que vous voulez dire par dataset à l'origine. À l'origine, les inputs que vous avez de vos patients, est-ce qu'ils ont déjà une proposition de suivi thérapeutique que vous pourriez comparer à vos résultats ou est-ce que c'était simplement généré par votre modèle? En fait, ce qu'on prend en input, c'est la liste des traitements du patient. D'accord. On va faire la distinction si ce sont des traitements en cours ou des nouveaux traitements, ce qui va moduler les résultats de la synthèse, plus les pathologies. Et voilà. Ok, c'est clair. Merci. Jean Charlet, j'ai des collègues qui travaillent sur le fait qu'on peut rencontrer des recos qui créent des conflits entre elles, parce que la personne a un diabète et on y est traité pour une cancéro. Vous prenez en charge ce type de problème de recos qui sont conflictuels en fait? Alors, pour les recours conflictuels, en réalité, il n'y en a pas tant que ça. Déjà, mine de rien, il faut limiter. Enfin, ça a peu d'impact. La plupart des recours conflictuels, souvent, c'est qu'il y en a une nouvelle et une un peu plus ancienne. Dans tous les cas, nous, pour les recommandations, comme c'était écrit, on utilise le site recomédical.fr où il y a déjà un travail d'auteur, finalement, qui est fait pour choisir ce qui avait été considéré par les auteurs de la fiche comme la reco principale. Donc, pour le moment, on n'a pas spécialement hiérarchiser, par exemple, des sources, mais on pourrait aussi imaginer ça un jour si on vient plugger des documents, par exemple HAS en plus de recomédical, où on prioriserait l'HAS s'il nous demande qu'il soit priorisé. Je parle bien de recos sur deux maladies différentes que le patient a et qui font que on peut pas les appliquer toutes les deux en même temps parce qu'elles sont pas d'accord, mais pas parce que c'est une histoire de version, hein, parce que on n'arrive pas à gérer les situations dans lesquelles on est. Alors ceux que je connais qui travaillent là-dessus, ils mettent en place des processus un peu manuels de réécriture, effectivement, des recos dans les cas de double maladie ou des choses comme ça. Alors actuellement, on ne va pas pouvoir faire ce genre de choses parce que le LM ne va pas être capable de gérer et sa tâche, c'est de faire de la synthèse. Par contre, là où on pourra peut-être y arriver, c'est avec le fine-tuning si on le spécialise pour justement arriver à gérer ce genre de cas. On va faire questions courtes et réponses courtes. Est-ce que j'ai 3 questions? Enfin, j'aimerais bien en poser en ligne aussi. Bonjour, Florentin, CTO chez Ginger. Pourquoi un LLM et pourquoi pas une sortie plus structurée type ordonnance avec des quantités, des fréquences et un type de médicament? Pourquoi formuler cette recommandation en texte, ce qui rendrait potentiellement l'évaluation plus difficile et qui ouvre la porte justement à des hallucinations et ce genre de choses? Alors l'idée, là pour l'instant, on est avec 2 sources. L'idée à terme, c'est d'avoir beaucoup plus de sources et de faire un travail de synthèse. Et les LLM sont particulièrement recommandés pour faire des synthèses. Ok, merci. Et pour les sources structurées, ça viendra vraisemblablement quand on viendra suggérer des traitements, par exemple. Pour le suivi thérapeutique, il y a pas mal de choses, en fait,
En tout cas, nous, en interne, on ne savait pas encore spécialement structurer, mais l'idée à terme, c'est quand même aller, quand on voudra faire de la suggestion de traitement, vers des ordonnances type structurées, CIS, CIP, etc. Ok, j'essaie de prioriser. Il y en a une avec deux likes. On va faire celle-ci. Clémentine, je me demandais si vous aviez expérimentalement mesuré le nombre, la gravité des hallucinations qui peuvent persister malgré le RAG et le post-processing. Si oui, quel genre d'hallucinations peut-on observer si vous avez des exemples? Alors non, on ne l'a pas mesuré. Et des exemples de tête, je ne vais pas réussir à en sortir. Et en plus, c'est pas moi qui évalue ça, c'est les médecins qui me disent ça, c'est hallucinant et je prête pas trop d'attention au contenu. Très bien. Merci. J'ai peut-être une autre question. Concernant le modèle d'embedding, avez-vous utilisé des modèles sur l'étagère? Si oui, lesquels? Vous avez peut-être répondu. Alors en fait, le RAG, quand on fait du RAG, il faut utiliser le même embedding que celui qui est utilisé pour vectoriser le prompt qu'on fait. En gros, que celui qui est utilisé lorsqu'on fait notre appel au LLM et qui va être utilisé pour faire la synthèse. Donc on n'a pas le choix, on a utilisé le même et c'est un embedding qui est proposé par Mistral. Une petite dernière question technique. Sur le matériel utilisé pour l'hébergement du LLM, est-ce que vous avez vos propres machines avec des GPU ou utilisez-vous des API telles que Grok API ou autres? Pour l'instant, on utilise les API de Mistral, mais effectivement, héberger le LLM sur des serveurs, c'est dans nos pipes. Très bien. Ok, il y a des questions en lien avec l'IA Act aussi. L'IA Act, si jamais, quels sont les process de controllability que vous allez mettre en place pour avertir l'utilisateur d'un risque potentiel? Est-ce que vous savez déjà ça? Alors, il y avait l'indice de confiance dont j'ai parlé, qui va être une réutilisation métrique. On n'a pas encore développé. Hein. Enfin, on n'a pas fini de le développer. Il faut pondérer les différentes métriques pour en faire un indice de confiance qui convienne à nos experts médicaux. Et ensuite, cet indice de confiance, on va l'inclure directement dans nos produits. Et à chaque synthèse, les utilisateurs pourront voir le degré de fiabilité de ces synthèses. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Voilà, je vais laisser la parole maintenant donc à Flore Magnard pour Quinten Health. Donc, bonjour à tous, merci beaucoup. Peut-être juste si vous pouvez vous mettre. C'est juste pour les gens en ligne, en fait, je suis désolée. Ouais, fait, derrière l'écran blanc, c'est parfait. Merci. Parfait. Comme ça, on vous voit tous. Donc, moi, je viens de Quinten Health, qui est une entreprise qui fait du conseil, notamment dans la santé et en data science. Et je vais vous parler plus précisément d'un cas d'usage qu'on a fait avec un hôpital, où le but était de retracer l'évolution d'un patient en oncologie à partir de l'analyse de rapports médicaux. Donc, pourquoi déjà on s'est intéressé à toute cette problématique? C'est qu'en fait, l'oncologie, c'est un milieu vraiment très complexe où les patients ont énormément de dossiers médicaux, où c'est sur des années. Donc, on a une problématique déjà de ce côté-là. Il y a plein de sources aussi différentes. Il y a des comptes rendus de consultation, il y a des analyses, on fait énormément de biologie. Il y a aussi tout ce qui est réunion de concertation pluridisciplinaire où tous les médecins se mettent ensemble pour décider qu'est-ce qu'on va choisir. Donc ça va faire plein de sources différentes. Et il y a plein de spécialistes aussi qui ont besoin sans arrêt de reconsulter le dossier parce qu'on vient les voir, c'est nouveau. Il y a justement une RCP, une réunion de concertation pluridisciplinaire qui a lieu. Donc les internes doivent préparer le dossier, évaluer. Sauf qu'on ne se retrouve pas avec 4 documents à lire. Ça peut être un petit dictionnaire. Donc pour ça, ça fait des tâches très chronophages. Nous, le but, ça a été en fait de créer un outil qui permette d'automatiser l'extraction d'informations de ces documents pour faire un compte-rendu beaucoup plus simple et avoir un résumé de l'histoire du patient. Donc pour ça, on a fait une méthodologie en 6 étapes. La première, c'était de faire de l'OCR, donc de pouvoir convertir les documents, parce qu'on en a qui peuvent venir de plein d'hôpitaux différents. Il y en a, c'est des scans qu'on nous envoie, ça vient de telle biologie, etc. Ça a tous des formats différents.
déjà pouvoir le rendre exploitable. Ensuite, le pseudonymiser pour pouvoir l'exploiter en respectant la RGPD. Extraire les entités, normaliser les concepts, mettre en cohérence tout ça pour dédoublonner, parce qu'évidemment, on répète l'histoire de la maladie 15 fois dans chacun, mais chacun le refait à sa manière. Et enfin, fournir un résumé. Donc, concrètement, comment ça se passe? Donc, on a la note d'un médecin en texte brut, où on va l'informatiser, le pseudonymiser, donc on change Dupont en Durand, par exemple. Ensuite, on extrait les entités clés. Donc, on va avoir par document, on va détecter l'histologie, le grade, les remettre plus normalisés, comme je disais. Donc, par exemple, au lieu que ce soit écrit III pour le grade, on va tous les appeler grade 3. Et enfin, concaténer tous les documents pour pouvoir le mettre en cohérence et avoir une seule information. Donc, si je rentre plus en détail, pour tout ce qui va être déjà l'OCR, on part de documents donc, médicaux, comme je vous disais, qui sont un petit peu... là, comme vous pouvez voir, déjà, on a un document qui a été scanné, qui est quasiment illisible, et qui est une prescription médicale. Donc, pour ça, on est parti de Tesseract et on a ajouté on l'a refait légèrement pour que ça puisse parfaitement coller et donc être capable d'identifier où sont les morceaux de texte et les réécrire pour ensuite obtenir des données numériques. Une fois qu'on les a tous, on fait un algorithme de pseudonymisation. Donc pour ça, on va utiliser déjà un NER où on va détecter des informations identifiantes qu'on a prédéfinies. Donc nous, on était intéressés par le nom, le prénom, le lien familial, l'adresse, le mail, téléphone, date, âge et si jamais il y a le numéro de sécurité sociale aussi. Et on les offusque. Donc ça, c'est juste, on a modifié à chaque fois par des fausses données pour qu'au cas où, si à un moment l'algo loupe quelque chose, on ne puisse pas s'en rendre compte dans les données pseudonymisées et donc ne pas savoir qu'on a mal pseudonymisé. Donc Jean devient Bernard, etc. Une fois que tous nos documents sont prêts, on peut passer à la reconnaissance d'entité. Donc, pour ça, en fait, on va décider les différentes classes qu'on veut reconnaître. Donc, nous, on s'est principalement intéressé à l'histologie, la localisation, la latéralité, les biomarqueurs et les résultats qui sont associés. Et on s'est aussi restreint à un périmètre spécifique qui était les cancers du sein et les cancers du poumon, pour pouvoir faciliter un peu les apprentissages. Donc, là, par exemple, on voit qu'on est capable de détecter l'histologie carcinome canalaire infiltrant, la localisation du sein avec sa latéralité qui est à droite, le biomarqueur récepteur des oestrogènes et des résultats numériques. La problématique, c'est que si je sors intensité forte plus tout seul, ça ne me sert pas à grand-chose. Donc, l'étape qui suit après, c'est d'extraire les relations entre eux. Donc, pour ça, on a regardé, par exemple, localisation, capable de dire que droit, ça allait avec sein, des séquences de traitement, pouvoir refaire des lignes de traitement, associer des posologies à un traitement donné, etc. Donc pour ça, nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé Alibert, qui se base sur les modèles BERT, mais qui est adapté au français et au biomédical français. On l'a fait à partir... Donc là, les pourcentages que vous voyez, c'est bon, donc sur le F1 score, et on l'a fait à la suite d'annotations sur une centaine d'exemples. Une fois qu'on a donc toutes nos infos qui ont été bien détectées, il faut normaliser. Parce que évidemment, on a 5 médecins différents qui ont fait des consultations et des comptes rendus. Chacun a sa manière d'appeler le carcinome. Chacun a sa manière de mettre différentes informations. Donc pour ça, on se met déjà sur des classifications, par exemple SIM10, mais on peut très bien s'adapter, mettre du SNOMED, de l'ATC ou autre. Et on va pouvoir comme ça, par exemple, dire qu'insuffisance rénale sévère, c'est SIM10 N179. Et donc, nous, on va le rappeler insuffisance rénale aiguë, qui est le nom associé normalement, et qui permettra ensuite de pouvoir dédupliquer et dédoublonner pour la mise en cohérence. Donc, comme je vous disais, en fait, on a 2 niveaux pour les patients, puisqu'ils ont énormément de documents. On a déjà tout ce qui va être intradocument. Donc, voilà, on a cancer du sein, carcinome canalaire, tumeur maligne. Donc, nous, on garde que carcinome canalaire. On l'a mêlé aussi à des règles métiers qu'on a fait avec justement tout le personnel médical pour pouvoir choisir, on garde telle date. Parfois, on a plusieurs dates de diagnostic. Donc, comment est-ce qu'on choisit laquelle est la première? Même chose aussi,
Est-ce que c'est la date du RCP qui fait foi? Est-ce que c'est la date qui est dans la consultation? Parce que parfois, ce n'est pas exactement les mêmes. Donc, tout ça, en fait, c'est des décisions et des règles métiers qu'on a implémentées en plus pour aider à ce niveau-là. Et ensuite, donc, on a effectivement la déduplication intrapatient avec les documents de consultation ANAPAT, RCP, où par exemple, ce qu'on a décidé avec les médecins, c'est que ce qui sort d'un RCP, c'est prioritaire. Ensuite, c'est ce qu'on trouve en ANAPAT et ensuite, c'est ce qu'on trouve en consultation. Donc, on va choisir comme ça au fur et à mesure. Surtout que, par exemple, on s'est retrouvé, nous, avec des comptes rendus pour le cancer du sein, où dans 95% des cas, il est à gauche, mais il y a un compte rendu où c'est à droite. Donc, si on laisse simplement faire, on va savoir, ce patient a eu 2 cancers, un à gauche et un à droite. Donc, il y a aussi comme ça des petites choses à faire et des règles à rajouter pour éviter les problématiques. Et enfin, la phase finale pour pouvoir le rendre exploitable, en fait, c'est de faire une synthèse de cette information en un paragraphe distinct. Donc, en fait, c'est une mise en forme automatique. Donc là, avant, on avait tout regroupé en une ligne pour chacun des patients avec différentes dates d'examen et des résultats qui étaient associés. Et donc après, c'est faire juste un résumé de ce qui est retranscrit. Donc à ce sujet, sur notamment OncoAlibert, on a une publication qui est en cours et donc là qui est en train de finaliser, d'être revue pour pouvoir justement rentrer en détail dessus. Donc en conclusion, c'est des modèles qui sont assez robustes et performants et donc qui peuvent être vraiment utiles pour aider. Mais la seule chose, c'est qu'on ne peut pas les utiliser tout seul. C'est vraiment important aussi d'avoir une approche hybride où à la fois donc, on utilise ces nouveaux modèles pour pouvoir bien avoir des bons résultats, mais où on va rajouter des règles métiers. Parce que sans les règles métiers, ça n'a pas de sens ce qu'on va sortir. Il va y avoir des résultats qui ne seront pas forcément cohérents, etc. Donc, comme je vous disais aussi, nous, on l'a fait sur un cas précis, un type de cancer précis, donc le sein et le poumon. Et on s'est restreint à seulement quelques types d'entités, donc qui sont l'histologie, la latéralité, la localisation, les biomarqueurs, les résultats associés et les traitements. Et pour ça, en fait, pour pouvoir vraiment le mettre à grande échelle, il faudrait le mettre sur plus de types de cancers et aussi ensuite ouvrir le nombre d'entités en rajoutant quelques entités supplémentaires. Voilà. Merci. Le micro. Merci. Je vais passer aux questions de la salle. Du coup, dans la salle, je travaille avec l'équipe DECA à l'INRIA et je voulais juste savoir, en fait, généralement dans les comptes rendus pluridisciplinaires, on peut trouver des informations d'intérêt dans des tableaux. Est-ce que votre solution prend en compte le fait que parfois on a des tableaux et je sais que l'ossérisation, parfois, ça ne marche pas sur des tableaux? Alors, exactement. Donc, nous, tout ce qui va être... si déjà, il y a de l'ossérisation à faire en amont, souvent, ça va être traité un peu comme une image. Donc, tout ce qui est image aussi, on ne le prend pas en compte. Donc, ça aussi, c'est une amélioration à apporter. On ne s'est pas du tout mis dessus. Et par contre, on a quelques tableaux où, en fait, c'est ceux où en PDF, quand on surligne, on arrive à avoir l'intérieur. Ça, on peut détecter des informations dessus. Après, là, une des difficultés qu'on a eues dessus, c'est vraiment de faire derrière de la relation, d'être capable de relier la bonne valeur à la bonne mesure. En fait, ça marche si c'est au début du tableau, mais si c'est un peu au milieu du tableau, là, on n'arrive pas à les choper, ces informations. Donc, il y a du travail encore. Pas d'autres questions dans la salle? Ah, c'est juste là. Hop, hop, hop. Yes, of course. Bonjour. I have a question that is there a standard document format for the LLM to interpret the text that is in? Because it can come from different clinics, which can have different document formats. And another question is, does a person or a human verify the results, summary results after the LLM does the analysis? Yes, so exactly. In fact, that's what was really important is that there is a lot of different documents. So there are kinds of documents, but also authors, especially on the lab value. You can really see that on
ANAPAT documents. And so it will be able, in fact, to detect it, except if there are some strange tabs where all the results are gathered. But that's the main goal of it is, in fact, to not have a structure where we'll say, okay, on row 3, column 4, etc., this kind of thing. Third word, it will be the diagnostic because it's always written this way. That's the main goal of this algorithm. In fact, it's to be able to find it and to detect whatever, if at least if it's some sentence and it's written in French, the good word. Merci. Il y a une petite question de Valentin à distance qui vous demande, on a vu que vous utilisiez Alibert, du coup il demande juste, est-ce qu'on pourrait rediscuter des différences, rapidement, des différences entre Alibert, Dr Bert, Camembert Bio? Oui. Donc Alibert, c'est en open source, donc on a mis en place il y a un petit moment. Et en fait, c'était le premier modèle justement à traiter du français. Donc on s'était basé sur BERT, mais avec du français et adapté au domaine biomédical français. Et ensuite, du coup, il y en a d'autres aussi qui ont été mis en place. Donc ce qui va changer, ça va être les corpus et les différentes petites choses qui ont été faites. Et quand on a testé justement les algorithmes, on l'a fait par rapport, quand on a testé les LLM, on les a fait par rapport à ce qui était open source et disponible actuellement. Et donc, en fait, on repère qu'on est capable de mieux fonctionner, notamment sur tout ce qui va être histologie, parce que on aura plus été en détail dessus, alors que des choses comme un camembert bio ou ce type de choses vont être beaucoup plus précises sur tout ce qui va être posologie, etc. Donc, en fait, chacun va avoir un peu ce qui va réussir à mieux détecter que d'autres. Merci. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur cette présentation? Un commentaire? On va passer à la dernière présentation. Merci beaucoup. Merci encore. Damien Forest pour la société Praxis Santé. Je vous en prie. Vous avez 10 minutes. Merci. Hop. Ah, il se passe quelque chose. Ah, j'ai 50 secondes pour présenter ça. C'est 19h, c'est ça. Un slide. J'appuie? Non? Oh bah, regardez, vous avez. En plus, si jamais vous pouvez vous décaler. Ah, pardon, vous décalez un peu. Voilà. En fait, là, c'est parce que si vous êtes sur le blanc, les gens vous voient bien. Hop, on va essayer de régler ça en 2 secondes, si on y arrive. Voilà. Ah non. Est-ce que le micro? Et sinon, vous avez les écrans sur les côtés, peut-être. Ok, bon, ça. Je peux essayer de continuer. On démarre, tant pis, c'est pas grave si on a le. Vous regarderez les autres écrans, tant pis. Merci. Merci. Bonsoir à tous, ravi d'être parmi vous. Damien de Praxis Santé. Bon, pour nous introduire en quelques mots, notre mission c'est d'améliorer l'IA pour le langage médical, mais c'est un peu le cas de ceux que vous avez vus avant. Quand vous allez chez le médecin, vous aurez remarqué qu'il passe beaucoup de temps à saisir sur son ordinateur et avez parfois l'impression qu'il ne vous écoute pas puisqu'il passe son temps à saisir. Ce qui n'est pas forcément le cas, mais donc on est là pour changer ça, notamment en automatisant la documentation depuis la voix, en captant tous les échanges patients-médecins. C'est bon, on a retrouvé l'autre télé. Parfait. Bon, je commence par une rapide démonstration de notre solution. Les problématiques qu'on adresse sont assez classiques dans la santé. C'est la surcharge administrative qui est la première cause de burn-out des praticiens d'ailleurs. Donc automatiser leur documentation, c'est important, mais c'est encore mieux si on le fait en extrayant les données structurées à la source pour qu'on n'ait pas à les restructurer par la suite. C'est pas très logique en soi. Et le fait de ne pas perdre d'informations depuis... J'ai 2 micros en fait. Le fait de ne pas perdre d'informations depuis la voix permet de réduire les risques aussi. Une petite démonstration. Donc notre solution, bon, le principe c'est que vous ayez moins à prendre de notes, mais vous pourriez retoucher par dictée à la fin de la consultation. Ça marche à la fois en téléconsultation et en téléconsultation intégrée, mais le plus souvent c'est au cabinet, hein, la plupart des consultations. Ça a même marché en RCP, hein, réunion de concertation pluridisciplinaire avec plusieurs médecins qui parlent autour d'un dossier patient.
Et ça va produire un compte-rendu structuré avec des sections. On va y revenir après sur le thème de section, puisque toute la performance des modèles, leur entraînement et les assurances qualité dont on va parler après sont basés sur ces sections. Ça marche même sur mobile, hein, donc si vous êtes ostéopathe, psychologue, vous déplacez, ça peut être utile. Ou si vous n'avez pas de PC dans l'hôpital, ce qui peut être le cas pour des internes. Ça va faire la codification ICD-11, d'ailleurs, une aide à la codification. Ça va vous suggérer des codes par rapport aux maladies, aux antécédents qui ont été trouvés. Ça va passer assez vite, mais on fait de l'extraction de données structurées en temps réel. C'est-à-dire que vous parlez avec le patient et les petites cases se remplissent. Et c'est les données que vous avez définies. L'intérêt étant de pouvoir valider à la volée des données structurées à la source et de ne pas avoir à les réextraire par la suite. Donc on veut faire de l'ontologie, mais voilà, collecter depuis la consultation, donc depuis la source, et pas aller le rechercher dans le document. Donc ça, c'est des exemples de compte rendu. Donc ça marche par section, motif de la consultation, histoire de la maladie, traitement. On en a une centaine en fait des sections et on les adapte par spécialité médicale. Et le médecin ou le paramédical va pouvoir choisir ces sections. Donc là, on va le voir là. Alors là, je l'ai mis en anglais, mais en l'occurrence, on travaille en France, en Espagne, au Portugal, en Italie. On a dépriorisé, on ne fait pas les pays anglo-saxons, mais les investisseurs, on envoie des decks en anglais. Là, donc je choisis ma spécialité médicale, chirurgien orthopédique, beaucoup d'associés dans cette spécialité, et je peux personnaliser mon format de compte-rendu. On a fait à peu près le tour de la démo. Juste pour faire ce type de solution, il y a plusieurs verrous techniques. Donc on va faire un peu de technique après, je ne vais pas tous les détailler. Donc il y a la transcription en temps réel, c'est la brique la plus technologique ou la plus complexe à améliorer par rapport au résumé. L'extraction de données structurées, c'est très complexe aussi. Donc là, on peut parler un petit peu de modèles de transcription, donner quelques insights là-dessus. Et puis, bon, on en a parlé juste avant avec Synapse, c'est comment est-ce qu'on peut garantir la fiabilité des comptes rendus avec une IA qui contrôle une IA, par exemple. Ça, je peux donner quelques exemples aussi. Et on fait aussi l'extraction de données structurées en combinant plusieurs modèles, comme l'a dit la dame avant moi, et de l'aide à la codification. Donc ça, c'est une vue illustrée de notre pipeline. Donc on a un module de transcription qui traite l'audio. On va faire un petit focus là-dessus. Un module, donc c'est principalement un LLM, mais on a changé 5 fois de LLM en un an. Donc on a eu du Mixtral, mais là on fait plus petit. Donc je ne vais pas dire quel modèle, mais plus les modèles se réduisent, et mieux c'est, puisque le temps de réponse est plus petit. Il y a 1 an et demi, quand on a démarré, le compte-rendu de 20 minutes de consultation sortait en 1 minute 30. En ce moment, il sort en 20 secondes. Et là, dans quelques semaines, il sort en 5 secondes. Ce qui est important pour l'expérience utilisateur. Donc, il faut avoir les modèles les plus petits possibles. Extraction de données structurées, on a plein de modèles en fait. On a une dizaine de modèles, dont Camembert Bio, dont des LLM. Bon, pour la transcription, on va parler après. L'idée, c'est aussi de développer des briques de correction qui corrigent selon le contexte ou qui corrigent les médicaments. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, mais c'est à peu près tout. Et on collecte des feedbacks des utilisateurs. On va en reparler après. Sur les modèles de transcription, bon, on utilise actuellement, mais enfin, on construit notre propre modèle de transcription en ce moment, mais historiquement, on s'est basé sur un modèle open source qui est Whisper. Là, on fait le nôtre qui a une architecture différente avec des réseaux neuronaux en plus. Mais donc Whisper, c'est un bon modèle puisqu'il est très polyvalent, mais on a quand même travaillé pour l'améliorer par langue, donc le normaliser dans chaque langue, par exemple. Mais on fait aussi l'espagnol et l'allemand. Voilà, et petit à petit, on ajoute des données dedans pour le rentraîner. Sur l'audio, on a surtout des données open source, ou sinon, il faut aller aussi créer des datasets synthétiques. Après, l'audio, c'est un sujet complexe en soi, puisque ça dépend de l'environnement. Donc, vous pouvez avoir besoin de débruiter. Là, on est par exemple en expérimentation à Necker, en ORL, hôpital enfant malade, il y a beaucoup de bruit. Donc, travailler sur la réduction du bruit ou le filtrage spectral, c'est aussi nécessaire sur la partie audio. Donc ça, c'est un petit exemple de rentraînement de la transcription. Là, on a fait le constat assez vite, mais c'est évident hein, que les termes les plus difficiles à transcrire étaient les médicaments, mais c'est aussi le cas des acronymes médicaux ou de certaines maladies. Donc là, j'illustre juste sur des médicaments. Par exemple, esoméprazole, la V1, il mettait exoméprazole, et puis dans la V2, il le reconnaît mieux. Il y a aussi les briques de correction qu'on développe qui vont jouer sur ça.
On ne va pas faire toute la base, mais là, c'est intéressant parce qu'on a gagné par exemple 5 points sur les médicaments. Mais on veut gagner encore plus de points de word error rate, donc c'est le nombre de mots mal transcrits dans une transcription. Alors, un point important, c'est qu'il n'y a pas de cadre réglementaire précis sur ces technologies d'IA qui font des résumés, notamment. Il y a le Code de la santé publique, il y a la GDPR, il y a la réglementation medical device, mais il ne parle pas spécifiquement de ce type de technologie. Et on n'est pas un medical device, au sens où on ne remplace pas le médecin. On est plutôt là pour l'augmenter, donc que l'IA ne lui permette pas d'oublier d'infos. Mais le meilleur des mondes, c'est que l'IA lui rappelle des choses que lui a oubliées et que lui, il en rappelle d'autres. Hein, voilà. Donc, il n'y a pas de cadre réglementaire précis. Néanmoins, pour des sujets assurantiels, entre autres, et puis pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi, c'est important de créer des certifications. Puis, il n'y avait pas de certification, par exemple, ça ne serait pas forcément couvert par les assureurs. Si un médecin, s'il y avait une erreur médicale, il se retourne vers le fabricant, nous en l'occurrence, ou un autre. Si on n'a pas de certification, ça pourrait être gênant quand même. Donc, ce sur quoi on travaille pour garantir la performance de l'IA, alors ce n'est pas des humains qui garantissent l'IA, parce qu'il faudra des systèmes industriels avec des automatismes, hein, je vais en parler après. Avec des CHU, on a fait des comparaisons manuelles de compte-rendu manuel et compte-rendu IA, en mode aveugle, que le praticien n'a pas vu. Ça, c'est une première méthode. Deuxième méthode, c'est qu'on demande aussi aux praticiens de noter l'hallucination et la cohérence, les deux scores différents. Est-ce qu'il n'y a pas de fausses informations? Est-ce qu'il n'y a pas d'incohérence? Est-ce que j'ai pas perdu d'infos? Est-ce que le compte-rendu est bien organisé? Et est-ce que le style rédactionnel est fluide? Ça varie par spécialité. Ils n'ont pas tous les mêmes préférences. Alors là, ce dont je vais parler, c'est, du coup, ça rejoint ce qu'avait présenté Synapse. C'est à la limite, la métrique la plus importante, c'est qu'il n'y ait pas de fausses informations. Qu'il en ait oublié 2-3, bon, le médecin est là pour le compléter. C'est moins grave. Voilà. Donc, ce qu'on va surtout chercher à faire certifier, c'est le fait qu'on ne donne pas de fausses infos que le médecin n'aurait pas lu et pas de chance. Donc pour ça va être donc un principe de distance sémantique entre le compte-rendu, qui dans notre cas est organisé par section, et la donnée source qui peut être 10 pages de PDF, ou qui peut être notre transcription. Comment calculer une distance sémantique? Alors, c'est un peu plus complexe que juste dire qu'un autre LLM note la distance sémantique entre les deux, parce qu'il faudrait que dans le choix de ce LLM, il soit bon pour le domaine médical, et pas que médical, parce qu'il y a des termes non médicaux aussi. Hein. Donc il y a plusieurs façons de faire. Là j'ai repris, c'est pas de nous, c'est une publication qui date de la semaine dernière. Ça peut être ça peut être un scoring avec plusieurs métriques. Les BERT scores, vous devez connaître. Donc là, ça va représenter mathématiquement la sémantique du compte rendu versus représenter mathématiquement la donnée source. Et là, il y a un score entre les deux. Il pourrait y avoir plusieurs BERT scores. Voilà. Faire un BERT score biomédical et un général et la somme pondérée des deux. Après, il y a plusieurs. On peut aussi juste par word embedding, donc calculer par mot et avec la gestion des synonymes, hein, par word embedding, la distance sémantique entre une section et la source. Donc, on peut travailler globalement sur le compte rendu et par section. Donc, on veut faire un système plutôt où on contrôle sur le compte rendu global et par section. Et si jamais on n'est pas sûr d'une section, on va la mettre en orange, par exemple. Voilà. C'est ça la chose qui sera certifiée, qui n'est pas encore faite, hein, ça n'existe pas. Donc, on fera sûrement des publications dans l'année avec des CHU sur le sujet. C'est le mot de la fin. Donc, dans notre solution, on intègre, ça c'est les nouveautés produits, mais on fait varier les styles rédactionnels avec un même score sémantique. Que ça veut dire la même chose, mais en style rédigé. On intègre, là ça va ressembler beaucoup à ce qu'a fait Synapse, mais ça ne sera pas les fiches de connaissances, ça sera plutôt les sociétés savantes. Intégrer les recommandations des sociétés savantes. Bon, je pense qu'on va commencer par Softcode et l'ECS, European Cardiology Society. Voilà. Et puis on travaille aussi sur la collecte de données pour les maladies rares, et ce que je vous ai montré. Merci pour votre attention et ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une question sur place? Oui. Oui. Bonjour,
bonjour, merci pour la présentation. Alors, c'est Simalek du laboratoire Linux et de la PHP. Juste pour rebondir sur la dernière chose que vous avez dite sur l'utilisation des résumés des sociétés savantes. Ouais. Alors, vous l'avez dit dans la présentation, c'est que à la fois le résumé du compte rendu, ça rentre pas dans le cadre de medical device. Ouais. Mais cependant, je pense que la dernière option, ça rentre pile poil dans medical device. Et comment vous allez... Ah, ouais, non, c'est une très bonne question. On ne veut pas faire de diagnostic, puisque là, il faudrait certifier des LLM pour faire du diagnostic. Ça n'a pas été fait et on ne pense pas que ce soit une bonne chose. Hein, c'est plutôt le médecin de faire le diagnostic d'après nous. On peut l'aider, mais pas faire le diagnostic à sa place. Donc, sur l'intégration de recommandations de sociétés savantes, ça va être un système de RAG comme l'a présenté Synapse, où j'ai par API ou en web scrapping les 300 pages de la société de cardiologie. Et par rapport, donc c'est exactement ce qu'a développé Synapse apparemment, où je vais avoir par rapport aux évolutions de traitement, c'est le delta entre prescription et traitement, aux facteurs de risque, aux antécédents, je vais aller chercher par distance sémantique à nouveau, et avec une reformulation, les sociétés savantes. Alors le disclaimer derrière ça, c'est qu'on affichera, bien sûr, et là on garantit que ce qui est renvoyé, on affiche la source, et dont la page source, et au médecin d'aller voir la source pour vérifier. C'est ce principe-là qu'on applique déjà sur des chatbots, puisqu'on fait des chatbots ressources humaines, par exemple, actuellement, et à chaque fois on affiche les sources, on renvoie vers les sources. On ne fera pas de diagnostic au sens où, même principe que j'ai énoncé juste avant, c'est qu'on ne veut pas d'écart sémantique entre nous, ce qu'on va afficher sur un pop-up, par exemple, qui sera sur demande d'ailleurs. Hein, le médecin va cliquer, afficher la recommandation associée des sociétés savantes que lui a sélectionnées. Donc ça sera disponible cet été. Voilà, donc pas d'écart sémantique à ce que, mais ça rejoint le besoin de certification, si vous voulez, d'écart sémantique entre ce que nous on affiche dans le logiciel et la donnée source, d'afficher les sources. Pas de questions. Je crois qu'en ligne, tout va bien, Céline, en ligne. Il y a une question, je t'en prie, vas-y. Alors, Florence nous pose, prévoyez-vous de faire un lien avec clinicaltrials.gov et proposer des essais cliniques? Pardon, je l'ai très mal lu. Vous voulez que ça va? Oui, alors je ne connais pas clinicaltrials.gov, mais là, les données structurées qu'on collecte, soit la source, soit depuis des documents, elles peuvent être utilisées dans des essais cliniques. Effectivement, on a des demandes de professeurs de médecine, hein, pour ça, en oncologie aussi. Oui, donc après, il faut que les médecins collectent les consentements de leurs patients pour valoriser les données. Ou sinon, autre solution, c'est que notre solution, donc il y a des modules d'anonymisation. Et avec des solutions comme Octopies, vous pouvez faire en sorte que les données soient suffisamment anonymisées pour ne pas collecter de consentement. Mais oui, c'est un autre intérêt de notre solution. Et on pense, nous, plutôt à la source. À date, il y a des attachés de recherche clinique. Mais en fait, les médecins pourraient collecter beaucoup plus de données à la source et les valider à la volée. Hein. Et enfin, avez-vous travaillé sur des systèmes de RAG avancés, re-ranking, base de données graphes? Oui, bien sûr. Alors, pas dans ce produit-là. Toute la démonstration que je vous ai montrée, il n'y a aucun RAG, il y en aura pour les recos des sociétés savantes. Mais pour info, et là, ce n'est pas médical, dans les hôpitaux, on vend des chatbots de support RH, IT et qualité, qui là sont des systèmes de RAG où j'ai 10, 15 000 pages de procédures de l'hôpital et je demande comment déclarer mes notes de frais, etc. Et c'est des systèmes de RAG avec du re-ranking, avec... En fait, le RAG, pour qu'il soit performant, ça rejoint ce qui s'appelle l'embedding, c'est la représentation mathématique c'est du contenu, texte, et donc ça, il faut que le modèle d'embedding soit adapté au cas d'usage. Donc, ressources humaines, il n'y a pas trop de termes médicaux, mais par exemple, si je le fais dans le cas à nouveau là, des sociétés savantes, il faut que la représentation mathématique du contenu dans lequel on va aller chercher, que j'ai un modèle d'embedding performant. C'est un peu la base. Après, le re-ranking, il y a plein de méthodes, mais je n'aurai pas le temps de les détailler. J'ai une petite question, très très courte.
Vous avez parlé des préférences des médecins. Donc, à supposer que les fichiers bruts soient conservés, et donc que vous appliquez un prompt pour le résumé, est-ce que il y a un paramétrage possible du résumé si le médecin veut sélectionner? Je n'ai pas tout à fait saisi ce... Non, en fait, alors oui, je ne sais pas redémarrer la vidéo. Non, mais on le verra un peu plus loin dans la vidéo. Mais le paramétrage, c'est qu'on a mis un paramètre qui est dans le prompt et on fine-tune le modèle par rapport à ce prompt par spécialité et par instruction. Et dans l'instruction, on a demandé au modèle de rédiger soit en phrase nominale, c'est très synthétique, soit en plusieurs phrases, et là, c'est plus détaillé. Et après, on a un autre prompt pour... là, c'est une feature qu'on ajoute en ce moment, c'est que ces sections-là, ça, c'est par section. Mais si vous voulez un courrier un peu plus empathique, mieux rédigé, on veut qu'il rédige tout. Il y a encore un autre prompt, une autre instruction. Et on ne veut pas qu'il y ait d'écart. En fait, on veut vraiment travailler par section parce qu'on mesure les modifications des médecins par section. Donc, s'il a modifié telle section, bah, c'est super pour qu'on sache que c'est une donnée utile pour entraîner notre modèle. Et à date, on a, ça dépend des environnements, mais on a généralement que 20% des comptes rendus qui sont modifiés, plus quand il y a des problèmes de son. Mais il ne faut pas non plus réentraîner les modèles avec des audios et des mauvaises transcriptions, sinon je réentraînerai les modèles à halluciner. Donc voilà, donc on doit gérer à la fois la performance de l'audio, de la transcription et des résumés. C'est plus simple de travailler que sur du texte. Ouais, bon là, le paramètre, vous pourrez essayer la solution, c'est gratuit en ligne. Pardon. Oui. C'est pas sympa, Philippe. Est-ce que oui, non, mais parce que derrière on vous balançait. Yes. Juste une question. Vous avez une intégration de l'outil avec des éditeurs? Oui. Alors en fait, tout ce que je montre là, on le vend sous forme d'API à des éditeurs. C'est notre but premier en fait. D'accord. Mais il fallait des utilisateurs en direct pour pouvoir améliorer l'IA et le produit et expliquer à des éditeurs comment l'intégrer. Donc là, il y a plusieurs éditeurs, notamment pour les libéraux, hein, on vend ça sous forme d'API. Il y en a 5 qui l'ont intégré à date. Il y a des gros acteurs dont je ne peux pas donner le nom encore, là, mais qui ont parfois 25 000 utilisateurs qui sont en train de tester les API dans plusieurs pays. Et après, pour les hôpitaux, on le vend plutôt en direct. Et en faisant une interface au DPI, synchroniser la base patient et envoyer les comptes rendus. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oui, il est juste là. Je vais laisser juste donc Céline Griner et Philippe Gestoin pour juste un mini mot de conclusion. Et on va passer aux pizzas et aux cocktails. Ouais, Philippe, il faut qu'on aille très vite parce que les pizzas et les bières sont très attendues. Mais il y a quelques messages à faire passer. Voilà, on a 1 ou 2 messages à faire passer. Je commence. Bon, on voulait vous donner rendez-vous le 8 octobre prochain pour le même format de rencontre NLP Santé, toujours en co-organisation ANS et INRIA, et toujours sur le même modèle, ce qui veut dire qu'on va lancer un nouvel appel à candidature, je pense d'ici la fin du mois d'août, pour permettre en fait, aux entreprises de proposer des cas d'usage que vous viendriez présenter ici. Et nous, derrière, on analyse en fait vos candidatures en fonction de certains critères et on espère en recevoir de nouvelles et que vous serez nombreux. Oui, alors je vais rajouter que je ne pourrais pas faire de conclusion complète parce que j'ai dû m'absenter et aller jusqu'au restaurant pour régler les pizzas parce que le monsieur avait un TPE qui marchait pas, puis un autre ensuite qui marchait mais qui n'avait pas la 4G. Enfin, donc on parle de techno, mais il y a des choses très très concrètes en tout cas qu'on doit traiter au quotidien. Puis là, tu dévoiles toutes les coulisses de notre organisation. Exactement. Là, je vous raconte tout. Donc elle m'a dit en plus de faire lentement, mais c'est un peu comme le gars à la radio qui fait un sketch et qui à la fin parle pas du sujet dont il doit parler. Donc non, mais bon, je vais vous libérer. Ce qui peut être intéressant pour nous, c'est votre retour. Il y a peut-être des sujets où vous vous dites, bah là, ça m'intéresserait si vous pouviez trouver un intervenant sur tel ou tel sujet, en particulier la partie académique. Ça fait voilà, c'est parce que
Bien sûr, on connaît plein de monde, mais il y a des sujets auxquels on pourrait ne pas penser. Donc, n'hésitez pas à nous faire un retour aussi à l'adresse ANS, je crois. Enfin, ANS innovation@isanté.gouv.fr. Effectivement, on sera ravi de récupérer toutes vos bonnes idées, suggestions, envies, et on essaiera même d'y répondre. voilà, donc un grand merci à Christelle, Hugo. Merci Christelle, merci Hugo, merci Thierry, merci Philippe. Voilà, merci aussi aux intervenants et à vous d'être venus. Bon appétit. Les pizzas sont prêtes. Merci Philippe. Merci, c'est très intéressant, tes bonnes pizzas, je regrette de ne pas être